Alors bonjour à tous, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon Nickel, écran? c'est bon. Ok, très bien. Donc, merci pour cette invitation aujourd'hui. Merci au Forum Biotechno de cette organisation. Donc, je m'appelle Grégory Châtel, je suis maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc au laboratoire Editem. Et donc, comme aujourd'hui on a un public relativement jeune, on va dire, je vais commencer par présenter un petit peu mon parcours. Donc, après avoir fait un master avec un parcours intitulé Chimie verte et un stage à l'étranger à l'Université Laval à Québec, j'ai effectué ma thèse entre deux laboratoires, à Lyon et à Chambéry, sur des problématiques de combinaisons synergiques plus éco-compatibles en synthèse organique. Ensuite, j'ai effectué un postdoctorat à l'Université d'Alabama aux États-Unis pour travailler sur l'utilisation des liquides ioniques en chimie verte. Et j'ai été recruté maître de conférence à l'Université de Poitiers sur des problématiques en lien avec la sonochimie. Et depuis 4 ans, je suis au laboratoire Editem à l'Université Savoie-Mont-Blanc où j'ai passé mon habilitation à diriger des recherches. Donc, ce laboratoire est un laboratoire du CNRS et de l'Université Savoie-Mont-Blanc qui est organisé en 4 équipes. C'est un laboratoire pluridisciplinaire. Et donc, aujourd'hui, je suis co-responsable de l'équipe matière qui étudie les transformations de la matière d'intérêt économique et ou sociétal. Et la chimie verte a une grande importance dans notre équipe. Donc, nous sommes situés sur le campus du Bourget-du-Lac, au bord du lac. Et donc, nos principales thématiques de recherche sont en lien avec la chimie verte, les milieux et méthodes d'activation non conventionnelles, telles que la sonochimie, dont je vais vous parler aujourd'hui, également des activités en chimie organique, éco-extraction, dans un contexte d'économie circulaire. Alors, la chimie verte, la chimie de demain, j'ai mis un point d'interrogation. En fait, ça date un petit peu, hein. En 1996, on voit le terme Green Chemistry apparaître pour la première fois dans cette publication. Et l'acte de naissance de la chimie verte, c'est 1998, hein, avec les Américains John Warner et Paul Anastas, qui vont définir la chimie verte comme la prise en compte de principes dans le but de réduire ou d'éliminer l'utilisation ou la production de substances dangereuses à travers la synthèse, la manufacture et l'application de produits chimiques. Donc voilà, 1998, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Et ces 12 principes de la chimie verte que je vous ai remis ici vont guider en fait les applications, donc la prévention, l'économie d'atomes, le développement de méthodes moins dangereuses, la conception de produits chimiques moins toxiques, la limitation de solvants, l'utilisation de solvants, limiter les dépenses énergétiques, utiliser des ressources renouvelables, diminuer le nombre d'étapes réactionnelles, le passage de préférence par des procédés catalytiques, la conception de produits en vue de leur dégradation finale, le suivi en temps réel afin d'éviter toute pollution, et puis la minimisation des risques d'accident. Donc, la chimie verte, c'est aussi la chimie d'aujourd'hui, et je vais vous proposer quelques exemples que nous développons au laboratoire actuellement et qui recoupent un petit peu tous ces principes que j'ai mis ici en couleur, notamment avec des activités autour de la valorisation de la biomasse végétale pour produire des molécules d'intérêt pour diverses applications. Donc, notre cœur de métier, c'est sur la catalyse assistée, assistée par des méthodes d'activation qu'on appelle non conventionnelles, comme des méthodes physiques comme les ultrasons que nous utilisons beaucoup au laboratoire. Donc, l'utilisation des ultrasons, la sonochimie, est basée sur ce domaine du son, hein, qui est les ultrasons, entre 20 kHz et 200 MHz, avec à des plus hautes fréquences des ultrasons de diagnostic qu'on va utiliser plutôt pour l'imagerie médicale, mais en chimie, c'est plutôt ce qu'on appelle les ultrasons de puissance qu'on va utiliser à ces plus basses fréquences. La sonochimie est basée sur le phénomène de cavitation. C'est en fait la formation de bulles qui vont grossir jusqu'à arriver à une taille critique où elles vont imploser sur elles-mêmes et libérer des énergies importantes, hein, des températures de l'ordre de 5000 Kelvin et 2000 bar. Donc, c'est ces effets mécaniques, thermiques et chimiques que nous allons utiliser en sonochimie pour nos applications. Il y a beaucoup de paramètres qui influencent la cavitation, mais il y a notamment les fréquences.
Donc, pour les ultrasons de puissance, on a ce qu'on appelle les basses fréquences, c'est plutôt les effets physiques qu'on va favoriser, donc des ondes de choc, des microjets, des microbrassages, alors que les hautes fréquences vont plutôt favoriser des effets chimiques et aller jusqu'à la production de radicaux en solution. Donc, j'ai un premier exemple qu'on a développé sur la transformation du glucose à basse fréquence et à haute fréquence pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, à basse fréquence, à 20 kHz, c'est la fréquence utilisée par les ultrasons, on transforme le glucose en acide gluconique, qui est une cible importante pour l'industrie. Et rapidement, on arrive à faire cette transformation en seulement 15 minutes. Et puis, on voit ici en hachuré, les résultats sous ultrasons sont de l'ordre de 97%. Donc, on a une excellente sélectivité en plus sous ultrasons et on réduit la consommation énergétique. Ici, en présence de notre catalyseur de fer, on produit des radicaux hydroxyles qui vont en fait favoriser la réaction, ce qu'on appelle un mécanisme de Sonofenton. Et c'est vérifié également, puisque si on ajoute des piégeurs de radicaux dans la réaction ne se fait plus. Le deuxième exemple, c'est à haute fréquence, à 500 kHz. Cette fois, on est simplement dans l'eau avec du glucose. On applique des ultrasons de haute fréquence et on obtient l'acide glucuronique cette fois. Donc, on n'obtient pas l'acide gluconique qu'on obtenait à basse fréquence, c'est une autre position qui est oxydée. Et cet acide est aussi important dans l'industrie agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, et c'est également un précurseur de la vitamine C. Donc, on a notamment développé cette voie de synthèse dans différents gaz. Ici, avec un bullage d'oxygène, donc on obtient l'acide glucuronique dans des bonnes proportions. Si on garde la même chose sous ultrasons, mais qu'on change le gaz, par exemple l'argon, on change la sélectivité et on obtient plutôt l'acide gluconique qu'on obtenait à basse fréquence. Donc, vous voyez que juste l'utilisation des ultrasons avec différents gaz va changer le mécanisme réactionnel, notamment ici, c'est les radicaux qui ne sont pas les mêmes et donc on est en compétition sur deux mécanismes. Même à partir de cet acide gluconique, on a essayé d'appliquer les conditions avec le bullage d'oxygène et cette fois, on pensait obtenir l'acide glucuronique, mais cette fois, on obtient l'acide guluronique qui est encore un autre isomère du sucre obtenu à la base. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut faire varier les conditions autres que les ultrasons, même les conditions de gaz, pour changer une réactivité, ce qui est pas classique en chimie. Et si on enlève les ultrasons, on ne convertit pas du tout le glucose de départ. Un autre exemple que je voulais vous montrer, c'est sur la valorisation de biomasse végétale. Ici, on travaille sur la renouée du Japon, qui est cette plante envahissante. Vous voyez la partie qu'on appelle le rhizome, qui est la partie souterraine. Il suffit que 0,5 cm de ce rhizome soit présent et la plante repart. Donc, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Mais ce rhizome contient des molécules, notamment des polyphénols très intéressants, avec diverses applications, notamment antioxydantes. Donc, on valorise aujourd'hui ce rhizome dans le but de gérer de façon durable l'invasion de ces plantes envahissantes. Donc, au laboratoire, on travaille on va dire du chantier d'arrachage jusqu'au tri, la préparation de la matière végétale, le broyage, et on va comme ça jusque la partie extraction et analyse au laboratoire. Et donc ici, on a des procédés qui conduisent à des compléments alimentaires et on a utilisé les ultrasons pour développer un procédé en continu dans ce cas-là, qui nous permet notamment de fonctionnaliser les molécules cibles in situ sous ultrasons pour améliorer la biodisponibilité de la molécule cible. Donc, il y a une startup qui s'appelle Rhizomex qui a été créée en 2018 sur cette application. Aujourd'hui, on continue à travailler sur les plantes envahissantes avec la thèse de Vanille, où là, on a plus de plantes envahissantes qu'on suit, hein, comme l'ambroisie, renouée du Japon, les solidages, et on va aller regarder un peu toutes les activités qu'on peut faire ressortir, insecticides, anticorrosion, antioxydants, selon les plantes. Donc, on développe des procédés de chimie verte pour valoriser cette biomasse qui est aujourd'hui un déchet et qui pose problème pour des nouvelles applications à haute valeur ajoutée. Un autre exemple, un petit peu dans la même philosophie, c'est la valorisation des déchets de la viticulture.
On a travaillé dans les pays de Savoie sur les sarments de vigne, les souches de vigne, qui étaient brûlées à l'air libre et qui posaient des problèmes de pollution, enfin, de qualité de l'air. Et donc, l'idée, c'est que ces déchets viticoles, plutôt que de les brûler, soient réutilisés comme une nouvelle ressource. Donc, c'est ce qu'on a développé en montrant que ces cépages savoyards contenaient des quantités de resveratrol et de viniférine, qui sont des molécules importantes dans la cosmétique et l'industrie pharmaceutique. Donc, ces quantités sont importantes dans ces cépages-là. Donc, ce qui nous permet de développer une première étape de valorisation avec ces molécules qui ont une valeur ajoutée importante. Et ensuite, le résidu d'extraction est lui aussi valorisé dans ce qu'on appelle une cascade de valorisation, notamment en matériaux. L'idée, c'est vraiment de valoriser 100% de la matière utilisée à partir de ces déchets. Et un dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est la thèse qui est en cours avec Alexandre, où cette fois, on va utiliser une autre technologie, c'est le CO2 supercritique. Donc le CO2 qui est aussi, on va dire, un déchet qu'on va utiliser à des pressions et des températures particulières, cette fois pour valoriser des déchets de l'agroalimentaire. Ici, c'est le marc de café. Et encore une fois, il y a des molécules à l'intérieur qui ont des propriétés assez intéressantes et un marché. Donc, on a en effet développé ces procédés en chimie verte via le CO2 supercritique. Donc, ces technologies comme les ultrasons, le CO2 supercritique nous permettent d'innover de façon respectueuse de l'environnement. Donc, globalement, pour résumer un peu notre stratégie au laboratoire, on part d'une ressource, de la biomasse, des déchets agroalimentaires, des espèces envahissantes. Notre cœur de métier, c'est vraiment d'extraire et de transformer ces matières-là via de la catalyse assistée, des procédés de chimie verte, donc de la sonocatalyse, de la sonophotocatalysé quand on couple ça aux UV. On utilise également des micro-ondes et puis le CO2 supercritique. Et l'idée, c'est de produire des extraits enrichis ou fonctionnalisés avec des propriétés ciblées, ou alors des molécules qu'on va isoler, purifier, parce qu'elles ont un marché et une valeur ajoutée importante. Donc les applications qu'on cible en général, hein, c'est la cosmétique, la nutraceutique, pharmaceutique, anticorrosion, biocontrôle ou encore des applications en chimie fine. Et tous ces projets-là, vous avez vu, bon, j'en ai parlé rapidement, hein, mais s'inscrivent dans une démarche globale d'économie circulaire. C'est de valoriser des déchets, c'est de répondre à une demande de la population de produire des molécules biosourcées qui soient plutôt locales. C'est préserver la biodiversité à travers la lutte contre les plantes envahissantes. C'est améliorer la qualité de l'air en évitant le brûlage de ces déchets verts. Et puis, c'est des applications en santé. Le deuxième grand volet de nos recherches au laboratoire, c'est vraiment sur ces technologies de sonochimie, de combinaison de ces technologies aussi, qui peuvent conduire à des résultats innovants et inattendus. En fait, on a des résultats différents des fois de ce qu'on retrouve dans des procédés classiques. Et on essaye de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. On essaye d'étudier vraiment les mécanismes mis en jeu dans ces diverses réactions. Donc, pour terminer, la chimie verte, la chimie de demain, bah, oui aussi de demain, parce qu'en effet, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Il y a une tendance aussi des lois, des politiques, et puis une demande de la population qui fait que la chimie se transforme toujours plus vite. Et on va de plus en plus vers ces nouveaux procédés de chimie verte. Et c'est pour ça que, par exemple, à la rentrée, on lance une nouvelle formation, un master de chimie verte et éco-innovation pour vraiment, avec un programme qu'on a, on a formulé avec les entreprises pour répondre aux nouveaux besoins. On va avoir beaucoup d'entreprises s'engagent d'ici 2030 à changer certains procédés, changer certains sourcings pour être plus vertueux et respecter ces principes de la chimie verte. Donc, l'idée, c'est vraiment voilà, de former les futurs chimistes à ces applications en chimie verte, en valorisation de biomasse et de déchets, en catalyse, et puis également d'évaluer l'impact à la fois environnemental, économique et sociétal de ces nouveaux procédés, de ces nouveaux produits. Donc, c'est une formation qu'on ouvre aussi en formation tout au long de la vie. Donc, il y a des blogs d'enseignement qui peuvent aussi vous intéresser, auxquels vous pouvez participer au sein de ce master.
Donc voilà, je suis allé assez vite, mais l'idée c'était de vous donner un premier aperçu de ce que nous faisons en laboratoire sur ce concept de chimie verte, avec différentes applications. C'est qu'une partie de la chimie verte, ça ne se résume pas que à la valorisation du végétal, vous l'avez compris. Il y a également tous les procédés qu'on va pouvoir revisiter pour les rendre plus éco-compatibles et plus respectueux de l'environnement. Donc je vous remercie de votre attention et je vous remercie encore pour cette invitation. Ben, merci pour cette très belle présentation. Il y aura un temps consacré pour les questions après. Donc, n'hésitez pas à les poser sur le chat comme l'a fait Ella à l'instant. Mais d'abord, nous allons passer à notre deuxième présentation. Donc, notre second invité est Émilie Isidore, ingénieure d'études à AgroParisTech. Donc, Émilie, la parole est à vous. D'accord, merci Fakoro. Alors, bonjour à tous. Voilà. J'espère que tout le monde m'entend correctement et peut voir en mesure de voir ma présentation. Donc, je suis Émilie Isidore, je suis ingénieure d'études à l'unité de recherche et développement agrobiotechnologie industrielle à AgroParisTech. Je vais vous faire une rapide présentation de mon parcours et puis vous expliquer un peu ce que l'URD-ABI, les thématiques de l'URD-ABI et puis ce que je suis amenée à y faire comme travaux. Donc, premièrement, moi, je suis ingénieure agronome. À la base, je ne suis pas une chimiste. Et j'ai fait ma formation, mon cursus ingénieur à l'école d'agronomie de Toulouse. Et ensuite, en dernière année, j'ai bifurqué, j'ai fait une spécialisation en procédés à l'école, à l'ENSIA7, une école de chimie qui est aussi dans la région de Toulouse. Donc, j'ai un peu travaillé à l'étranger et depuis 2 ans maintenant, je suis ingénieure d'études à l'URD-ABI. Donc, l'URD-ABI, c'est une antenne d'AgroParisTech située dans la région de Reims. Le laboratoire est plutôt récent, enfin, oui, presque 10 ans maintenant. Il a été créé en 2012 donc il est financé par les collectivités locales, par les projets publics auxquels on peut répondre, mais également aussi par les projets industriels, les collaborations industrielles que l'on peut avoir. Donc, nous sommes hébergés au CEBB, Centre économie de biotechnologie et de bioéconomie. Nous sommes situés sur le site de la bioraffinerie de Paumac-le-Bazancourt, qui est en réalité à 15-20 minutes à l'est de Reims. Donc, la bioraffinerie, à la base, a été créée pour pouvoir transformer la betterave en sucre par l'intermédiaire via la société Cristal Union. Et donc, toutes les entreprises qui sont implantées sur le site de la bioraffinerie travaillent sur la transformation, la valorisation des productions agricoles des alentours. Par exemple, on a Cristanol qui transforme les effluents de Cristal Union en éthanol via de la fermentation. On a aussi une antenne de Givaudan qui est installée sur la bioraffinerie, ARD qui est un centre de recherche privé. Et donc, le CEBB, par la volonté des acteurs locaux d'avoir un centre de recherche public, le CEBB a été créé en fait en 2016 et abrite depuis 4 laboratoires, des antennes d'AgroParisTech, de l'école centrale Supélec de Paris et 2 écoles de Reims, donc Neoma Business School et l'université de Reims Champagne-Ardenne. Donc, l'unité de recherche et développement ABI travaille sur la valorisation des produits agro-industriels et principalement les coproduits, donc qui sont considérés à l'origine comme des déchets. Donc, on va s'attacher à extraire, purifier et éventuellement fonctionnaliser des molécules à haute valeur ajoutée à partir de ces biomasses pour pouvoir substituer les molécules pétrosourcées à la base par des molécules biosourcées dans différentes applications. Donc, on travaille en étroite collaboration avec l'industrie
Les projets sur lesquels on travaille, on a un peu de recherche fondamentale, mais on a aussi beaucoup de recherche appliquée parce qu'on essaye vraiment de travailler sur des projets qui vont être industrialisables derrière. Et on s'attache également à travailler en priorité, mais pas que, sur des biomasses, des coproduits issus des acteurs locaux, en fait, et enfin, de la région. Donc, nous sommes une unité partagée en 3 pôles. On a la partie chimie, donc qui travaille principalement sur la fonctionnalisation des molécules à haute valeur ajoutée. La partie biotechnologie, qui s'attache à produire des molécules via de la fermentation en milieu solide ou liquide, et le génie des procédés, donc qui va plutôt se focaliser sur l'extraction et la purification. Après, on a aussi une grosse plateforme analytique et pour faire le lien avec l'industrie, on a une partie business développement qui valorise les travaux au travers de 4 business units, donc autour des matériaux, des polymères, de la chimie fine, de la cosmétique ou de la protection des cultures. Donc, le département génie des procédés travaille, comme je l'ai dit plus tôt, sur l'extraction et la purification de composés d'intérêt. Donc, on va intervenir sur l'extraction de biomasse à travers différentes techniques qu'on peut avoir disponibles au laboratoire. Donc, on a par exemple l'extraction assistée par ultrasons, l'extraction en CO2 supercritique, l'extraction sous pression. Et ensuite, notre milieu complexe contenant les molécules d'intérêt sera éventuellement fonctionnalisé tel quel dans le milieu complexe, ou alors on va avoir un procédé de purification en amont. Après, on peut aussi s'intéresser directement aux molécules extraites sans fonctionnalisation derrière également. Donc, le type de projet que l'on peut avoir, vous avez quelques exemples cités. Donc, on a notamment la valorisation du son de moutarde, qui est d'ailleurs un produit qui vient de Reims. Les coproduits d'endives qui viennent plutôt du nord de la France, mais qui ne sont pas très loin d'ici. On travaille aussi sur la valorisation de rameaux de cerisier, par exemple, ou d'autres plantes médicinales diverses. Là, ça vient plutôt du sud de la France. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de 2 procédés sur lesquels on peut être amené à travailler à ABI pour pouvoir valoriser ces biomasses. Donc, premièrement, l'extraction assistée par enzyme. Donc, on va mettre notre biomasse en contact avec un cocktail de plusieurs enzymes et ça aura plusieurs effets. Donc, la destruction de la paroi végétale pour pouvoir libérer ensuite les composés d'intérêt. Donc, nous, on se focalise surtout sur les composés phénoliques et on peut aussi également chercher avec ce cocktail enzymatique à avoir une réaction chimique. Donc, on aura une extraction et une réaction simultanée dans le milieu réactionnel. Donc, par exemple, sur les leçons moutarde, on va chercher à extraire la synapine et à la convertir simultanément en acide synapique. Ou on peut avoir aussi, avec les coproduits d'endives, l'extraction d'acide chlorogénique et son hydrolyse simultanée en acide caféique. Donc, l'intérêt de travailler avec des enzymes, ça va être qu'on va se placer en conditions douces, température plutôt faible, pH, voilà, qui va varier en fonction des enzymes. Et surtout aussi, on va le plus souvent être dans un milieu aqueux, donc l'eau étant le solvant le plus vert qui existe. Les inconvénients, ça va être le coût des enzymes qui peut être un peu élevé, et puis la spécificité aussi, parce que les cocktails enzymatiques commerciaux n'auront pas forcément une action spécifique à la réaction souhaitée ou sur la biomasse aussi sur laquelle on va travailler. Donc, c'est là qu'il va y avoir de l'optimisation à faire pour pouvoir sélectionner le meilleur cocktail enzymatique et les meilleures conditions pour les actions recherchées. Et donc, à partir de cet extrait, on aura une purification et ou une fonctionnalisation derrière.
Donc maintenant, une deuxième technique d'extraction que l'on peut utiliser à l'URD-ABI, le CO2 supercritique. Donc, comme l'a précisé Grégory, en se plaçant dans des conditions où le CO2 sera à l'état supercritique, on va le CO2 va être un solvant et va permettre d'extraire des composés d'intérêt. En modulant la pression et la température, on va obtenir des compositions différentes dans nos extraits. Également, on peut utiliser donc soit le CO2 pur, soit on peut ajouter des solvants organiques, donc qu'on appelle co-solvants, et ça va permettre aussi de pouvoir extraire d'autres types de composés. Donc, les avantages de l'utilisation du CO2 supercritique, c'est que dans le cadre de l'utilisation de CO2 pur, on va récupérer un extrait dépourvu de solvant à la fin, parce que lorsqu'on retourne à pression et température ambiante, le CO2 est à l'état gazeux, donc se sépare naturellement de l'extrait. Et puis le CO2 est bon marché, pas toxique, non inflammable, et comme précisé également par Grégory plus tôt, c'est un déchet aussi. Donc ça rentre dans la démarche de chimie verte, euh, d'économie circulaire, etc. Après, les inconvénients, le gros inconvénient, ça va être le coût de l'équipement à la base, et puis le fait que le CO2 supercritique soit surtout intéressant pour l'extraction de molécules apolaires, même si l'ajout de co-solvants peut permettre d'extraire des molécules plus polaires. Donc, l'équipement que l'on a à BI permet de monter jusqu'à 1000 bars, c'est plutôt élevé. Et donc, on a 3 séparateurs qui permettent de fractionner notre extrait et donc d'obtenir des compositions différentes en fonction des applications souhaitées. On peut également on a également la possibilité d'utiliser des ultrasons avec cet équipement, donc, ce qui permet d'intensifier l'extraction. Donc, les projets que l'on a en ce moment, ça va être l'extraction d'huile qui vont être enrichis en d'autres composés, parce qu'on aura des profils différents de ce que l'on peut obtenir en extraction classique par pressage ou à l'hexane. Également, on travaille sur l'extraction séquentielle. Donc, on va fractionner la biomasse en, par exemple, se plaçant dans un premier temps à une certaine pression et une certaine température, pardon, et ensuite, dans un deuxième temps, un autre couple pression-température ou en ajoutant du co-solvant. Une autre façon de fractionner la biomasse par le CO2 supercritique, ça va être de fractionner, au niveau des séparateurs, de fractionner l'extrait obtenu. En se mettant dans chaque séparateur dans des conditions différentes, on va avoir des profils de molécules différents pour une même biomasse extraite. Et donc, toujours pour pouvoir avoir des applications différentes dans le domaine des cosmétiques, de la chimie ou de la protection des cultures. Merci pour votre attention et aussi merci à l'équipe organisatrice du forum pour l'invitation de ce jour. Merci à vous, Émilie. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le moment, nous avons déjà une question de Ella dans le chat. À destination de Grégory, qui dit, donc je cite, « Vous avez évoqué le fait que la chimie verte n'est pas un concept nouveau. Quelle est la dynamique de développement de ce principe? Avez-vous des chiffres types, nombre de startups qui basent leur activité dans ce domaine, estimation de la réduction de pollution induite, etc. » Alors, je n'ai pas forcément de chiffres très précis. Après, en France, on travaille quand même depuis longtemps sur ces problématiques de chimie verte. Alors, peut-être plus sur le côté chimie du végétal, en fait. Donc, on a quand même une expertise assez ancienne en France, en recherche académique, mais également sur les applications industrielles. Mais c'est vrai que là, depuis quelques années, il y a pas mal d'innovations qui sont développées au sein de startups sur des nouvelles technologies en chimie verte. Et c'est un moyen aussi de vraiment d'aller sur des choses innovantes. Donc, c'est vrai que enfin, voilà. Il y a des choses qui sortent des laboratoires académiques, il y a des startups, il y a des grands groupes aussi qui s'intéressent
voilà, qui travaillent avec ces startups, notamment pour développer ces nouvelles choses. Donc voilà, je n'ai pas de chiffres exactement, mais on voit bien que c'est vraiment une tendance au niveau des startups. Sur ce qui est des activités estimées la réduction de pollution, etc., c'est vrai que c'est important aussi, hein, c'est l'évaluation de ces procédés. Il y a des outils, il y a des facteurs en fait, qu'on peut utiliser. Bon, par exemple, l'industrie va utiliser dans un premier temps le facteur E, c'est plutôt en fait, quelle quantité de déchets on va produire. Mais en fait, il y a toute une panoplie d'indicateurs qui sont développés pour affiner en fait ces mesures du côté vert des procédés développés. Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées pour évaluer ces impacts. D'accord. Parce que du coup, il y a des réglementations et des labels propres aux procédés de valorisation de chimie verte, il me semble. Donc, est-ce que Oui, bah, vous et Émilie, vous pouvez un peu expliciter les réglementations, les labels, tout l'aspect réglementaire, en fait, autre que le facteur E, peut-être, s'il y a, si vous avez plus de détails. Alors, ben, au niveau de la chimie à proprement parler, c'est vrai que moi, j'ai pas de connaissances là-dessus. Moi, là, je connais, enfin, l'aspect réglementaire, mes connaissances au niveau de l'aspect réglementaire, ça va être plus au niveau des applications derrière, parce que nous, on s'intéresse surtout à ce qui va être accepté dans l'industrie. Donc, par exemple, dans le domaine des cosmétiques, faut surtout fournir des extraits qui vont être dans l'eau ou dans l'éthanol. Donc, ça va être, comment dire, il y a une réglementation derrière, en fait, des labels Cosmo, etc., au niveau de la cosmétique. Donc, au niveau du produit final, enfin, pas du produit final, mais de l'ingrédient qui va être utilisé par les industriels. D'accord. Il y a Lies qui demande est-ce que les gouvernements aident dans le développement de la chimie verte ou non? on va dire que ça rentre quand même ça rentre de plus en plus en affichage, dans les appels à projets de l'ANR ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont quand même sont mises en avant quand même. Il y a des lois, enfin, on parlait tout à l'heure des lois aussi. Il y a toutes les lois là autour de l'économie circulaire, les lois anti-gaspillage qui incitent en fait à gérer à gérer les déchets, à valoriser les déchets en fait. Donc c'est quand même des choses qui se mettent en place petit à petit. Et après, notamment sur la valorisation de déchets ou de coproduits, des fois on arrive à des verrous réglementaires parce que c'est pas si simple de valoriser un déchet et de l'utiliser après en cosmétique. En fait, si on prend le statut de déchet, en fait, ça pose après certains problèmes en termes de valorisation. Donc, il y a encore quelques aspects législatifs qui peuvent être bloquants des fois sur des innovations. Non. Et du coup, en ce qui concerne la France, je me demandais quelle était la compétitivité en fait de la France au niveau de la recherche en ce qui concerne la chimie verte, que ce soit à l'échelle européenne ou même mondiale. Est-ce qu'on est compétitif là sur le plan international en chimie verte? Ouais, c'est dur à répondre, hein, mais on a des arguments, on a des structures qui sont quand même qui se positionnent dans Oui, certains domaines. Après, voilà, il y a une ambition pour la France quand même sur la chimie. On a entendu parler il y a quelques semaines d'une chimie décarbonée. Donc l'idée, c'est quand même d'avancer sur ces sujets-là. Je pense qu'on a des secteurs de pointe où
on est bien placé. Il y a plein de choses qui se développent en ce moment et puis encore une fois, les startups aussi qui permettent voilà, une agilité sur tester des nouvelles choses aussi. Donc après, le monde entier, enfin, presque le monde entier est sur de la chimie verte aussi, mais Oui, après, enfin, c'est un peu difficile de répondre à ça parce que chaque, chaque laboratoire aura sa thématique, que ce soit des laboratoires industriels ou publics. Et, et puis, enfin, le sujet, enfin, c'est très vaste, la chimie est très vaste, donc je ne sais pas si on peut vraiment parler de compétition au final, parce que voilà, même si il y a beaucoup de labos qui font de l'éco-extraction, par exemple, en France, chacun, il y en a qui seront spécialisés en ultrasons, il y en a qui seront spécialisés en micro-ondes, etc. Il y en a qui vont même sur une même spécialisation, il y en a qui vont aborder le sujet plus au niveau chimie, d'autres plus au niveau procédé. Euh, Après, on aura aussi les biomasses qui seront différentes, les applications derrière. Donc, le sujet est très vaste et il y a de la place un peu pour tout le monde. Et voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment de, je sais pas si on peut parler de compétition, de compétitivité. mais comme l'a dit Émilie, à un moment, c'est important aussi d'imaginer l'industrialisation parce que voilà, on est aussi sur des nouvelles méthodes, des nouvelles, enfin, des innovations, des fois qui marchent très bien à l'échelle laboratoire, mais on n'a pas toujours les possibilités en fait de monter en échelle directement parce que c'est des technos qui n'existent pas actuellement. Et une entreprise, avant qu'elle change tout son équipement, toute son installation, bah, il faut déjà démontrer que ça fonctionne à grande échelle, que ça va réduire les coûts, réduire l'impact. Et c'est parfois, c'est un des points qui est bloquant, c'est que ça demande de changer les installations existantes. Donc, ça Ça, a c'est un vrai. coût aussi, quoi. C'est un coût d'investissement. Oui. C'est vrai que dans le cas de l'extraction, par exemple, dans l'industrie, on va pouvoir les faire changer de solvant s'ils gardent leur cuve réactionnelle, mais après, on va pas leur dire, écoutez, investissez dans un appareil d'extraction en CO2 supercritique, parce qu'on est sur un investissement proche du million, si on est sur des gros équipements. Donc, même si derrière, après, l'extraction à proprement parler n'est pas chère, le CO2 n'est pas cher, ben, voilà, le coût en équipement est assez élevé. Ok. Émilie demande s'il existe un autre master chimie verte que celui proposé à l'USM, Université Savon. Alors oui, il y a quelques masters en France sur la chimie verte. Il y en a une partie de masters qui ont une coloration chimie verte, on va dire, avec des options et des parties qui sont... parce que voilà, la chimie verte, c'est aussi c'est du bon sens aussi. Hein. Donc aujourd'hui, tout le monde doit faire de la chimie verte. Donc, mais c'est vrai qu'après, des masters vraiment axés chimie verte, il y en a quelques-uns en France qui ont tous leur spécialité, soit plutôt en chimie organique, soit plutôt en procédé. Donc, je pense qu'il y a une offre aussi qui est assez complémentaire au niveau des masters en France. D'accord. J'espère que ça répond à ta question, Émilie. Il y a Dave Fischer-Krauser qui demande, je cite, existe-t-il des pôles de compétitivité publique-privée qui permet des synergies et des passages aux pilotes industriels? Oui, par exemple, ben, nous, dans la région, on a le pôle IAR. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais qui met en relation toutes les structures privées, publiques dans le domaine. Donc oui, il y en a aussi un dans le sud de la France, mais je ne me rappelle plus du nom. Euh, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Enfin, dans la région, il y a le pôle Accéléra qui peut permettre ça. Il y a le pôle Police Vallée qui est plutôt sur la partie végétale. Angers, c'est Euh, ça? et- Ouais. Mm. ouais, le pôle IAR, ouais, c'est plutôt le côté bioéconomie. Mais en effet, ouais,
de plus en plus de pôles existent aussi sur ces mais pareil, à chaque fois avec des spécificités, bien précises, quoi. C'est ça. Du coup, j'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais comme vous dites qu'il y a plein de labos, que chacun a ses spécificités, comment dire, il y a une belle complémentarité un peu partout. Dans votre présentation, Grégory, vous avez parlé d'une date de 2030 avec les entreprises qui avaient des velléités de franchir un cap. Je me demandais, est-ce qu'on pourrait un jour imaginer un monde avec une chimie 100% verte? Et si oui, vers quand? Ou est-ce que c'est pas envisageable de penser à ça d'ici, je sais pas, 2050, 2100? Est-ce qu'il y a des principaux freins qui risquent de mettre beaucoup plus qui risquent de provoquer un délai beaucoup plus important? En une question, est-ce qu'on peut imaginer un jour une chimie 100% verte? Et si oui, Ouais. c'est un Ça va peu être le naïf. coût, hein, le coût pour les sociétés, pour les industries, le coût de revient. Ouais, c'est ça, C'est un gros frein, en fait, pour les pousser à passer. Après, ben oui, comme on l'a dit plus tôt, il y avait aussi le changement d'équipement qui peut aussi, être un frein. Et après, au niveau des procédés ou des mécanismes qu'il peut y avoir, des fois, ce qui peut gêner aussi, ça va être les rendements, qui peuvent être des fois différents de ce que l'on a quand on est dans des solvants organiques, sur des méthodes classiques. Voilà, c'est ce que je vois pour le moment. ouais, et puis après sur le côté 100% vert, je pense que c'est pas forcément, tout noir ou tout vert, en fait. Souvent on améliore les procédés, mais ils sont toujours des lacunes aussi en termes de chimie verte, voilà, hein, il y a que la nature qui sait faire vraiment de la chimie verte, hein, au niveau de la cellule, qui va faire ça les réactions dans l'eau, avec la photosynthèse et aujourd'hui, voilà, il y a des compromis, aussi, oui, avec des coûts, avec du sourcing aussi, est-ce qu'il faut aller chercher, certaines sources, à l'autre bout du monde pour faire de la chimie verte? Voilà, après ça pose plein de questions plus globales. Heu, Après c'est vrai que la réglementation peut permettre d'accélérer certaines choses, hein, si les entreprises sont contraintes, voilà, il y a certaines lois, enfin certaines réglementations européennes qui se sont mises en place ces dernières années, ça force un petit peu le pas. Donc Ouais, parce Mm. que j'avais entendu dire que l'Union européenne souhaitait mettre un grand coup pour la chimie verte, qu'apparemment il y avait eu des financements qu'ils avaient débloqués à certaines enveloppes pour ce sujet-là, mais j'avoue que je ne connais pas vraiment les détails. Et comme l'a dit Émilie, et du coup, c'est quand même un gros frein. Donc, je ne sais pas à quel point le fait d'avoir plus d'argent permet de répondre plus à la demande sociétale ou non. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres, comment dire, d'autres freins autres que le coût ou des défis un peu autres que le fait d'améliorer le rendement pour la chimie verte? Ou de, par exemple, comme vous le disiez, Grégory, le fait qu'on utilise certains déchets ou de la biomasse, par exemple, ça passe pas forcément bien au niveau de la cosmétique, ce genre de choses. ouais, bah, le frein, sur la cosmétique, c'est vraiment plutôt, réglementaire parce qu'après, ouais, il y a de plus en plus on va dire de marques ou d'applications qui jouent aussi sur ce côté, on produit à partir de coproduits ou de choses locales donc c'est quand même dans l'air du temps donc c'est favorisé. Hem, Après il y a aussi la technologie en fait, les projets de recherche qui sont financés, ça reste aussi de la recherche donc il y a des choses où on est très en amont pour le moment. On va sûrement, découvrir d'autres choses, dans les années qui viennent et on va monter en gamme sur ces innovations, tout ce qui est, le
la partie miniaturisation des réacteurs, des choses comme ça qui se développent de plus en plus, vont peut-être aussi amener des changements dans les méthodologies, les suivis en temps réel. Voilà, il y a le numérique aussi, hein. Enfin, toutes ces technologies vont aussi faire avancer la chimie, à mon avis. D'accord. Et du coup, dans les produits qu'on trouve aujourd'hui, quelle est la part enfin, comment dire, le pourcentage de chimie verte qu'on a? Je ne sais pas si la question est bien posée, si elle est claire, mais en gros, quel est le pourcentage de chimie verte qu'on peut retrouver dans les produits de tous les jours, enfin, les produits, des molécules issues de la chimie verte dans la vie de tous les jours, en moyenne? Est-ce qu'on est plutôt dans l'ordre du, maintenant, je sais pas, je dis un chiffre, un nombre un peu au hasard, la moitié de produits du quotidien sont issus des procédés de chimie verte, ou vraiment on est encore à un très faible pourcentage qui ne demande qu'à exploser dans les années à venir, on espère. Ah, mais je dirais que ça dépend des domaines. Mm. Ça Ouais, dépend des domaines, mais après, à mon avis, on est quand même encore assez faible. Par exemple, dans les cosmétiques, ce que je connais le mieux, il reste encore beaucoup de produits pétrosourcés. Ça fait souvent, on entend souvent parler dans les ingrédients. Et au final, les extraits qu'on va pouvoir fournir à l'industrie cosmétique, ça constitue une très faible part du produit final. Donc, au final, c'est vrai que je dirais que la part est plutôt faible. Ouais, puis il y a pas d'obligation non plus aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est difficile aussi même de mesurer ça, hein, parce que, enfin, qu'est-ce qui vient de la chimie verte? Je pense que c'est difficile à tracer en fait aujourd'hui. Après, il y a une tendance, notamment par rapport aux extraits au CO2 supercritique, on le voit, enfin, moi en tout cas, je l'ai noté, où ils aiment bien le spécifier. Donc, on peut un peu le noter comme ça, même si encore une fois, ça reste Ouais, selon les applications, sur quelques produits parmi tout ce qui peut exister. selon Oui, les voilà. Des fois, applications. ça peut être, des fois, c'est un peu mis en avant sur les produits, mais c'est une faible part de ce qui existe sur tout le marché. Et notamment parce que pour communiquer dessus, c'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, dans la conscience du grand public, enfin, le mot chimie, même si on met chimie verte, si on met verte derrière, la chimie, ça rappelle quand même des usines, des accidents industriels. Enfin, c'est plutôt connoté négativement dans l'esprit des gens, même si c'est à la base de tous les produits qu'on consomme et utilise au quotidien, hein. Mais le terme chimie, à mon avis, est quand même marqué négativement. Je suis pas sûr qu'en cosmétique, on utilise ce mot-là. ouais, c'est Mm. une image un peu négative de l'opinion générale sur la chimie. C'est ça. Mm. Ouais, parce que je m'étais renseigné un petit peu avant la conférence, il y a quelques jours, j'avais vu que les accidents type Céveso ou l'explosion à la ZF à Toulouse avaient grandement marqué les esprits et que du coup, je crois que c'était les États-Unis qui avaient lancé le concept de chimie verte et que c'était surtout les 15 dernières années là où ça avait pas mal explosé. Donc oui, c'est sûr que si on parle de chimie, les gens sont encore un peu réticents, quoi. Ils imaginent encore un peu Mm. le chercheur un peu fou avec ses fioles dans son labo et qui fait tout casser, quoi. Qui fait tout exploser. C'est ça. Oui, bah, après, chimie verte ne veut pas dire que ce qui est produit sera pas dangereux. Donc, c'est Parce que aussi, justement, il y enfin, a. Allez-y, allez-y. non, non, enfin, c'était juste ça. Et Non, donc, parce que peut-être que j'allais c'est dire un peu que. je vais pas dire c'est à raison, le scepticisme, mais c'est vrai que chimie verte ne veut pas dire c'est tout beau, c'est pas dangereux, et on peut le manger et tout ira bien. Mm. Parce que justement, il y a Lies qui a posé une question là, qui demande, qui dit, j'imagine que les produits issus de la chimie verte sont beaucoup moins nocifs pour la santé humaine. Est-ce vrai?
Parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est quand même assez un peu dans la conscience collective des gens qui sont un peu dans les sciences. On se dit chimie verte, c'est les plantes, c'est la nature, c'est joli, c'est joyeux. Et, est-ce que ça rend les choses moins nocives ou comme Il y le a des demande plantes Yes, est-ce toxiques, que hein, les... même si c'est la nature. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que les produits de chimie verte sont en moyenne moins nocifs pour la santé humaine? Parce que les demande. Ouais, dans l'idée, c'est le procédé qui est moins impactant, hein, le procédé de production qui est moins impactant sur l'environnement, sur la santé, sur l'homme. Après, en effet, comme disait Émilie, hein, ça dépend ce qu'on prépare, ce qu'on synthétise, mais on peut avoir des choses qui sont, je sais pas, on parle d'huile essentielle, par exemple, qu'on peut produire, c'est quelque chose qui est très concentré et qui peut être nocif. Donc, après, ça dépend de l'utilisation, la nature, etc. Oui. Ouais, on Après, il peut y a, synthétiser. oui, pardon, je Vas-y. disais que il y a quand même une volonté euh, par la synthèse, par chimie verte, il y a une recherche de molécules qui seront moins toxiques. Donc, entre deux molécules synthétisées, on va chercher le meilleur compromis entre l'action visée et la toxicité humaine. Donc, on y fait quand même attention. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire que ça ne sera pas du tout toxique. Et dans les principes de Ah, la chimie verte, il y a également la fin de vie, penser à la fin de vie de ce qu'on a synthétisé, ce qu'on a préparé, donc notamment ce qui est biodégradable. Donc voilà, là c'est plus sur l'aspect fin de vie et impact sur l'environnement aussi, quoi. Mais voilà, mais sur donc, les principes, je vous ai montré les 12 principes. L'idée actuellement, c'est d'en respecter un maximum, mais en fait, c'est très rare le cas où on coche tout. on peut synthétiser des molécules qui sont très nocives du poison, mais juste par un procédé qui aura une meilleure économie d'atomes ou des sous-produits moins nocifs pour l'environnement ou même pour. Et donc, du coup, ça rentre dans le cadre de la chimie verte, entre C'est ça. guillemets. Enfin, Où le je me produit sera permets de. toxique. Oui. Donc, c'est vraiment dans le procédé qu'on peut parler de chimie verte, dans la façon de synthétiser telle ou telle molécule, quoi. Donc, en fait, oui, ok. En moyenne, combien de principes, j'ai une question en privé, mais combien de principes sont suivis en moyenne? Alors, parce que vous disiez que c'est rare qu'on couche tous les principes de la chimie verte, les 12. Est-ce que on est plutôt, enfin, j'imagine peut-être dans l'ordre plutôt des 2, 3, 4 principes en moyenne, ou est-ce que c'est beaucoup plus et qu'on peut avoir des synthèses idéales, entre guillemets, ou optimales, qui permettent d'avoir de cocher peut-être 10 cases sur 12 ou que sais-je? Peut-être que ça relève du fantasme, je ne sais pas. Encore une fois, ça va dépendre des applications, je pense. Voilà, s'il y a un principe, c'est sur la catalyse. Donc, c'est quand on va utiliser des procédés catalytiques sur la synthèse, on n'aura pas forcément lieu de l'utiliser pour l'extraction. Il y a un autre principe, c'est utiliser des matières renouvelables. On ne peut pas toujours partir de renouvelables. Donc, ouais, l'idée, c'est d'en respecter un maximum. Le premier, c'est la prévention. En fait, prévention, éviter de former des déchets, en fait. Plutôt que produire des déchets et après essayer de les traiter, c'est plutôt de les éviter en amont, de penser en amont à les éviter. Je sais pas si Émilie veut compléter. Bon, j'aurai la même réponse. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des gens qui veulent intervenir, poser des questions, c'est le moment. Émilie et Grégory sont encore là, disponibles. Euh, Moi, j'avais une question par rapport à vos travaux, Grégory. Je voulais savoir, en fait, enfin, vous y avez un peu répondu dans la suite de la présentation, mais est-ce que au final, vous vous intéressez à des applications particulières ou à des classes de molécules en particulier? C'est vrai qu'on a, au début, sur nos applications, on a plutôt ciblé les polyphénols parce que voilà, il y a de la littérature et des Mm. propriétés qui sont bien connues. Donc,
Mais du coup, maintenant, on commence à partir sur d'autres familles de molécules et avoir vraiment l'idée de cascade de valorisation, essayer de valoriser de façon fractionnée un peu toute la différentes familles de molécules. Et puis, sur les applications, bah, du coup, forcément, quand on est sur les polyphénols, on va facilement sur des cosmétiques, compléments alimentaires. Mm. Maintenant, on regarde aussi des choses, par exemple, là, sur le projet des déchets viticoles, pour du biocontrôle, pour finalement traiter les maladies de la vigne. Mhm. Donc, parce que l'histoire est aussi sympathique d'utiliser voilà, des déchets de la vigne pour après lutter contre les maladies de la vigne. Donc, on essaye d'aller aussi vers ces applications-là. D'accord. Dernière question. Non, bon. Dans ce cas, moi, personnellement, il ne vous reste plus qu'à vous remercier encore chaleureusement d'avoir accepté de venir faire votre présentation et de bien répondre à nos questions. Je trouvais cette conférence très intéressante. Et du coup, il me semble que la suite du programme, c'est l'entreprise IMIS. Donc, Elodie, je te laisserai la main, sauf si c'est l'IS. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence intitulée La chimie verte, la chimie de demain. Merci. Et, euh, et à bientôt peut-être. Au revoir.